Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Les écoles privées se sont mises en grève. La cause, les impôts dont elles ont été grevées. Le projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a été adopté aujourd'hui en Conseil des ministres. Et en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a été investi officiellement président de la République. La cérémonie d'investiture s'est faite en présence de plusieurs chefs d'État. Merci d'être avec nous. Les écoles privées sont donc en grève à cause des impôts. Certaines écoles ont même été fermées, cadenassées. Et nous le verrons dans le reportage d'Ahmed Diagana. Les établissements privés de Nouakchott observent depuis ce jeudi une grève générale de 3 jours. Cette grève est observée afin de protester contre les taxes fiscales de la Direction générale des impôts. Cette dernière exhorte les propriétaires d'écoles de s'acquitter des taxes atteignant pour certains 300 000 nouvelles ouïas. Nous n'avons pas refusé de payer les impôts, mais ce que nous avons demandé, c'est qu'on organise un peu ce secteur, parce qu'il y a deux types de secteurs. Il y a le secteur informel et le secteur privé. Mais s'ils organisent le secteur des écoles privées sur une durée de quelques années, ensuite nous allons pouvoir payer les impôts. Certains parents d'élèves considèrent ces taxes comme un devoir dont les établissements scolaires doivent s'acquitter. Mes enfants apprennent dans cette école, les impôts sont indispensables. L'État doit imposer tout établissement car il construit les routes et autres infrastructures pour les citoyens. Mercredi, plusieurs établissements privés ont été fermés par des agents des directions régionales des impôts dans les différentes wilayas de Nouakchott. Jeudi, à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a qualifié la grève des écoles privées d'illégale. Selon Oulmaham, rien ne justifie le refus du paiement de l'impôt sur le bénéfice et les écoles privées n'ont pas le droit d'arrêter les cours pour des raisons non légales. Alors justement, à ce propos, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Diallo Diormadi, promoteur de l'enseignement privé, directeur général du groupe scolaire privé Diormadia. Monsieur Diallo, bonsoir. Vous êtes donc le coordinateur régional de cette organisation, c'est ça? Bien, le coordinateur de la Mokata de Tabrazina. Merci, ouais. Alors, vous venez de l'entendre tout de suite dans le reportage, le ministre de la Culture, porte-parole du gouvernement, a dit que cette grève n'est pas légale. À votre avis, est-ce qu'il est normal déjà d'arrêter les cours à cette période de l'année? Bon, avant de répondre à cette question, madame, moi je voudrais tout d'abord vous dire merci. Grand merci au nom de tout ce secteur privé donc de l'enseignement et pour nous avoir donné au moins l'opportunité d'apporter un certain nombre d'éclaircissements par rapport à cette grève. Merci. Bon, quand vous me demandez à cette date-là, mais madame, je vous en prie, sachez d'abord que ce n'est pas de gré pour un éducateur, un enseignant de fermer la porte à un élève. Le devoir de tout enseignant, de tout éducateur, c'est de recevoir l'enfant dans sa classe. Parce que n'oubliez pas que nous sommes des éducateurs, nous sommes des enseignants. Nous sommes régis par ce qu'on appelle un code de déontologie. Nous savons ce que c'est que l'enseignement. L'enseignement, l'éducation, c'est un secteur très sensible. Autrement dit qu'il est fondamental. Donc à votre avis, c'est pas normal d'arrêter les cours à cette période de l'année? C'est pas normal, mais si maintenant nous arrivons jusqu'à là, c'est pour justement donc de dire, d'attirer tout simplement l'attention des autorités sur la situation intenable que nous connaissons actuellement, à savoir les impôts. Et pour tout dire, nous ne refusons pas de payer les impôts, loin de là. Nous ne voulons pas engager de bras de fer avec l'État, loin de là. Mais seulement le degré auquel nous avons été opposés, mais je vous dis que madame, c'est impensable, c'est intenable. Est-ce que ça justifie, à votre avis, ça justifie cette grève? Mais est-ce que cette grève est légale? Mais écoutez, une grève, c'est étymologiquement ce que ça veut dire. C'est juste un moyen d'attirer l'attention
de l'exécutif, de l'État sur un problème donné. On ne part pas en grève pour un simple plaisir, non. Et avant d'y aller, je crois qu'il y a eu des démarches qui ont été engagées, des démarches responsables avec les services concernés. On est parti donc leur poser nos problèmes de manière très claire et responsable, attirer leur attention sur le caractère social de ces écoles-là, sur en tout cas les conditions d'existence de ces écoles privées. Alors qu'ils n'ont que des rétributions pendant 7 mois, 8 mois, et 3 mois durant, aucune école privée ne reçoit une rétribution. Bon, quand maintenant vous voulez imposer ces écoles-là, mais je crois qu'il faut tenir compte de ces réalités-là. Mais le mal de ça, bon, si vous me permettez, c'est justement de nous considérer comme étant des plus grandes entreprises et puis... Oui, mais non. Parce qu'il y en a qui reprochent, qui vous reprochent justement aux écoles privées, certains reprochent de faire des bénéfices, d'augmenter chaque année leurs tarifs autant que cela se répercute sur les salaires des enseignants, sur les infrastructures, donc comment est-ce qu'on peut justifier donc par là que s'il y a toujours une augmentation, il y a toujours plus d'argent, pourquoi on ne paye pas les impôts? Écoutez, en gros. madame, moi je qualifie ces gens comme étant seulement des détracteurs du secteur privé. Mais pourtant ce secteur privé-là, il est fondamental, il est très important, je dis bien, dans l'éducation de ces enfants mauritaniens-là. Mais nous ne faisons que, encore je le rappelle, qu'aider l'État dans sa fonction régalienne. Il faut que les gens comprennent cela. Mais malheureusement, on nous prend comme étant des commerçants. Nous ne sommes pas des commerçants. Mais ceux qui le disent là, ils n'ont qu'à nous apporter les preuves. Comme par exemple... Ils n'ont qu'à nous apporter les preuves comme quoi nous réalisons des bénéfices colossaux, etc. Et puis, mais non. Pourtant, comment dire, mais qu'est-ce que disent les cahiers de charges des écoles privées justement à propos de tout ça? Est-ce que déjà il y a d'autres éléments dans les cahiers des charges, bien entendu? Certaines normes ne sont pas toujours respectées par ces écoles, notamment en termes d'infrastructures, de sécurité. Nous avons vu dans le reportage que certains ils demandent une totale réorganisation du secteur pour pouvoir payer ces impôts que vous voulez bien payer. Est-ce que vous pouvez nous démêler un peu tout ça? Madame, mais là, vous voyez, je pense que vous-même, vous nous aidez un peu. Parce que, imaginez-vous, si vous qualifiez nos infrastructures comme étant archaïques, etc. Mais d'accord, nous l'acceptons pour un départ. Quand vous obtenez votre agrément, moi je crois que vous démarrez à zéro. Néant, vous n'avez pas de fonds de roulement, donc c'est à vous-même de vous battre pendant plus de combien d'années. Mais là, si dans ça seulement l'État, un temps soit peu, nous accorder le minimum d'attention, ne serait-ce que par l'octroi des terrains, vous croyez que ces écoles privées vont se retrouver dans cette situation-là? Non. Mais au-delà de cela, normalement, c'est l'État qui doit nous accorder des subventions pour justement procéder à la construction de ces infrastructures-là. Parce que ce que nous faisons là, c'est un travail de l'État. Nous aidons l'État. Moi, je suis là aujourd'hui, vraiment, je profite de l'occasion pour attirer l'attention vraiment de ces autorités-là, de ces éléments détracteurs qui comprennent que non, nous venons en complément à l'État. Il faut que les gens comprennent cela. C'est les enfants mauritaniens que nous recevons, c'est les enfants mauritaniens que nous instruisons, que nous éduquons et qui sont les futurs cadres de demain. Il faudrait que cela soit ancré dans la tête des gens, qu'ils arrêtent de nous considérer comme étant des commerçants. Et les impôts, pourquoi seulement maintenant? Comment? Pourquoi les impôts? Est-ce que vous avez déjà eu à payer des impôts avant? Pourquoi maintenant? Mais si, on a eu toujours à payer des impôts. Mais c'est cette fois-ci que, de manière exorbitante et extravagante, que nous avons été imposés. Nous n'avons jamais, ça fait plus de 7 ans, 8 ans que cela a commencé. Comment est-ce que l'État justifie ça alors? Mais alors, et à vous de leur poser cette question-là. Et pendant que donc je suis là, il faudra que recadrer les choses. Nous ne refusons pas de payer les impôts. Mais tout ce que nous demandons donc à l'État, à l'exécutif, c'est vraiment essayer d'élaborer un statut conformément au caractère social du secteur privé de l'enseignement. Ne pas nous considérer comme étant ces usines des entreprises, essayer donc de nous... Non, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une formule toute simple, qui est donc au moins à la portée du secteur privé de l'enseignement. Ils vont voir si les gens vont payer, s'ils ne vont pas payer. Mais si on est sorti, c'est parce qu'on nous a demandé quelque chose que nous ne pouvons pas payer. Et je crois que cela aussi c'est autorisé. Donc pendant qu'on est là, je crois qu'il faut profiter de l'occasion pour attirer l'attention des plus grandes autorités sur en tout cas le travail que nous faisons, que c'est un travail donc de complémentarité, parce que l'éducation dans un pays, comme je l'ai dit au départ, elle est fondamentale. Vous savez qu'un adage dit quelque part, dis-moi quelle école tu as, quelle éducation tu as, je te dirai qui tu es. Mais donc nous avons cela donc en nous.
C'est-à-dire que nous battons, nous travaillons tous les jours avec justement cette pensée-là, de manière donc à pouvoir atteindre nos objectifs. Alors quelles sont donc les autres actions que vous prévoyez si jamais l'État n'accède pas à vos demandes? Non, nous ne croyons pas donc arriver donc à cette situation-là. Pour nous déjà débrayer aujourd'hui, bon, en toute sincérité, on l'a fait malgré nous-mêmes, mais je crois que c'est un moyen qui nous est donné. On l'a fait, c'est juste attirer l'attention des plus hautes autorités. Alors donc qu'elle essaye de se tourner un peu vers nous, de nous tendre la main, donc de nous recevoir, qu'on essaie en tout cas donc de discuter, de dialoguer et puis de trouver ce qu'on appelle un terrain d'entente, et cela dans l'intérêt judiciaer des enfants mauritaniens. Alors merci beaucoup donc Monsieur Diallo du Hamadi d'être venu sur notre plateau. C'est à moi de vous remercier, madame. Merci. Le Conseil des ministres s'est tenu à examiner et approuver plusieurs projets de loi, dont un projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il y a un groupe régional qui révèle du GAFI qui s'occupe de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Le groupe a évalué notre activité dans ce domaine l'année passée avec la gendarmerie nationale, et la Mauritanie a décidé de moderniser son cadre juridique en tenant compte des recommandations qui avaient été faites. Le projet de loi autorisant la ratification du contrat programme entre l'État mauritanien et la Société nationale d'aménagement agricole et des travaux, la SNAT, pour la période 2019-2021, a lui aussi été adopté en Conseil des ministres aujourd'hui. Vu les besoins et les capacités disponibles dans le secteur rural, il y aura une augmentation du volume d'exploitation qui nécessite la signature de cette convention. C'est important pour le développement agricole d'assurer une productivité plus croissante. Dans une intervention devant les députés, le ministre mauritanien du pétrole, de l'énergie et des mines, Mohamed Ould Abdel Fattah, a déclaré que l'accord mauritano-sénégalais pour l'exploitation du champ Ahmeyim Grande Tortue encourage l'émergence de ressources humaines nationales compétentes dans les deux pays. Dans ce sens, les sociétés ont été engagées pour former et perfectionner les cadres techniques nationaux et à donner la priorité dans les emplois aux travailleurs locaux. Le ministre a dit que le gouvernement mauritanien accordait la priorité et l'intérêt requis à la formation des techniciens dans le domaine. Il a donc indiqué que l'accord permettait de limiter le recours à des compétences étrangères. Rappelons que le Parlement mauritanien a approuvé dans la nuit de mardi à mercredi l'accord mauritano-sénégalais relatif à l'exploitation du champ gazier Grande Tortue Ahmeyim, qui a été signé à Nouakchott le 9 février 2018. Et dans un communiqué, le parti Alliance populaire progressiste de l'APP a critiqué la décision des autorités du pays de changer le nom de l'avenue Jamal Abdel Nasser pour lui donner le nom Avenue Unité Nationale. Le communiqué souligne que cette décision vise à effacer l'image du grand leader arabe et africain des esprits. Le parti appelle les autorités à annuler cette décision. Et en plus, il exhorte l'ensemble des forces vives de la nation de sensibiliser la population pour que le gouvernement revienne sur cette mesure. Et côté réseaux sociaux, beaucoup de réactions. Il y a eu également beaucoup de réactions hostiles à cette décision. Jamal Abdel Nasser Hussein, né le 15 janvier 1918 à Alexandrie et mort le 28 septembre 1970 au Caire, est un homme d'État égyptien. Il avait effectué une visite à Nouakchott sur l'invitation de feu Mokhtar Ould Daddah, le premier président du pays. Et en République démocratique du Congo, l'opposant Félix Tshisekedi est devenu officiellement le 5e président de la République. Il a prêté serment aujourd'hui à Kinshasa devant le président kenyan Uhuru Kenyatta. Les membres du corps diplomatique, de l'armée, des magistrats et de quelques Congolais privilégiés qui ont donc eu accès au palais. 17 chefs d'État avaient été invités. C'est la première fois depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, autrefois Zaïre, sous le règne de Mobutu Sese Seko, qu'une passation du pouvoir politique se fait entre les présidents entrants et sortants. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Les écoles privées se sont mises en grève en cause les impôts. Plusieurs écoles ont été fermées par la direction des impôts. Le projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a été adopté aujourd'hui en Conseil des ministres.
En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a été investi officiellement président de la République. La cérémonie d'investiture s'est faite en présence de plusieurs chefs d'État. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.